Voilà, donc place à Gilles Babinet, coprésident du Conseil national du numérique et multi-entrepreneur. Je ne sais pas si vous avez eu le nombre d'entreprises qu'il avait créées. Il va les citer certainement, mais il va nous parler surtout maintenant du lien entre le numérique et l'environnement. En quoi ce n'est pas un concept incompatible. Gilles. C'est parti. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici dans ce lieu que je connais depuis une bonne quarantaine d'années, qui était auparavant un hangar d'avion abandonné et qui a été remarquablement rénové. J'avoue que je n'aurais pas imaginé ça. Mais ça nous éloigne de notre sujet. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un petit débat sur l'intelligence artificielle et l'environnement, débat qui généralement est plutôt défavorable au sujet de l'intelligence artificielle, avec des enjeux de consommation qui sont quasiment à l'échelle de nations. En gros, ce que l'on envisage, c'est que d'ici 2030 c'est demain, on ait à peu près 3 fois la consommation électrique de la France qui soit dédiée à l'intelligence artificielle, ce qui est évidemment un sujet d'inquiétude premier parce que c'est une énergie que l'on n'a pas. Il faudra fabriquer de nouvelles unités de production électrique pour réussir à répondre à ce défi. Et dans la mesure où on a besoin de cette électricité très rapidement, le plus facile, c'est de faire des unités de production carbonées, principalement à base de gaz, mais aussi de fuel dans certains cas, et même dans certains pays, comme par exemple le Kazakhstan, à base de charbon. Donc c'est évidemment très inquiétant pour le climat, et la première chose que l'on pourrait à juste titre se dire, c'est que finalement, l'intelligence artificielle est clairement un ennemi du climat, puisque toute cette suractivité aboutit à finalement un accroissement du réchauffement climatique, et je pense que c'est assez juste de le dire. Alors est-ce que ces scénarios vont se réaliser? Pour le moment, ils ont plutôt tendance à se réaliser. On voit des très gros RFP qui ont lieu aux États-Unis pour des unités de production qui se chiffrent en gigawatts. Gigawatts, c'est une tranche nucléaire d'ancienne génération à peu près, qui sont en cours actuellement et dont les donneurs d'ordre sont principalement les fameux GAFAM. GAFAM élargi, puisque des entreprises comme Tesla font partie aussi de ceux qui font ce genre de choses. La réalité qui est derrière ça, c'est que il y a une forme de demande extrêmement forte pour la consommation de ces produits d'intelligence artificielle, aussi bien en ce qui concerne la production de modèles, c'est-à-dire toute la phase d'apprentissage, que la phase d'exploitation, qu'on appelle l'inférence. Et dans les deux cas, il y a une demande très forte parce que vous voyez bien que vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser de l'intelligence artificielle et que si on fait un calcul assez simple, qui est de dire que finalement vous faites des sessions en grand nombre qui pourraient totaliser jusqu'à 15 minutes en moyenne par usager de services comme OpenAI par jour. Vous faites ce calcul-là, vous l'étendez à 200, 300 millions de personnes. Très très vite, vous vous rendez compte que si chaque session induit une consommation normale, et ben vous arrivez à des chiffres qui sont absolument considérables. Donc on est face à un mur, et puis on est face à un deuxième mur qui est aussi que toute la phase d'apprentissage des modèles que beaucoup d'entreprises demandent est extrêmement rentable. Considère que un GPU de type H100 ou de la série Blackwell de Nvidia, eh bien, celui qui l'achète va avoir tellement de demandes qu'il va être capable de l'amortir en 6 à 8 mois. Donc évidemment, il y a une ruée là-dessus parce que si vous êtes un grand opérateur comme par exemple Microsoft, vous vous dites j'achète cet équipement à raison de centaines de millions, voire de milliards d'achats, et au bout de 8 mois, j'ai gagné mon argent, j'ai retrouvé mon argent, et tout ce qui reste par la suite, c'est du bénéfice pur pour moi. Donc, vous avez une ruée, et The Economist a publié il y a quelques semaines un papier dans lequel il disait, en fait, il y a 60 fois
la demande possible en RFP, c'est-à-dire en cotation pour construire des data centers par rapport à la réalité du marché. Donc c'est 60 fois trop que ce dont on a besoin, et c'est ça qui me pousse à penser que probablement les prédictions de croissance du monde de l'intelligence artificielle sont très largement exagérées. Là, il y a de plus en plus de signaux. Il y a un analyste financier il y a quelques semaines qui a fait une analyse qui a dit on est totalement dans une bulle et cette bulle va probablement brutalement exploser. Et c'est vrai qu'à plusieurs égards, on peut penser qu'on est face à une bulle. D'abord parce qu'on ne voit pas les gains de productivité qui sont attendus de l'intelligence artificielle. On a une décorrélation extrêmement forte entre les investissements et le rendement de ces investissements. Et puis, comme je le disais à l'instant, on a des signaux comme les RFP versus la RFP, ça veut dire Request for Quotation, ou Request for Proposal. Donc, c'est une demande au marché de qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous pour construire des data centers. Donc, on a une inadéquation entre la réalité pressentie du marché et ce type de demande. Alors ça arrange bien des entreprises comme Nvidia ou toutes les entreprises d'intelligence artificielle parce que ça met leurs cours extrêmement élevés et ça intoxique beaucoup les analystes avec des papiers qui ne correspondent pas à la réalité. Mais voilà, la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a probablement une bulle et que cette bulle favorise le fait que on ait des prédictions de croissance de la consommation énergétique qui sont extrêmement inquiétantes et il n'est pas certain que cela se réalise. Ce que je vous disais, donc 3 fois la consommation de la France d'ici 2030, ça me semble probablement excessivement démesuré. Puis il y a le deuxième facteur qui est important, c'est que il y a des gains d'efficacité qui sont absolument considérables. Donc je vous parlais à l'instant de la série Blackwell. La série Blackwell, c'est un ensemble de microprocesseurs qui ont été publiés par Nvidia. Le niveau d'efficacité par rapport au H100, c'est un facteur entre 10 et 30. Et ça, c'est très mal anticipé par les prédictions de marché en matière d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on a du mal à concevoir que la loi de Moore s'exprime de façon plus forte encore qu'ailleurs dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et la loi de Moore, c'est une loi exponentielle. C'est-à-dire que vous avez des gains. D'ailleurs, on n'appelle plus ça la loi de Moore, on appelle ça la loi de Huang, du nom du fondateur de Jensen Huang de Nvidia. C'est-à-dire que là où les microprocesseurs doublent d'efficacité tous les 24 mois, dans le domaine de l'intelligence artificielle, le gain d'efficacité, c'est plutôt un facteur 6 tous les ans. C'est un facteur 1024 tous les 10 ans. Et ça, c'est absolument pas perçu par les analystes, ou en tout cas pas à sa juste mesure. Ça rend pratiquement toutes les prédictions caduques, parce que quand vous avez une incidence aussi importante, vous êtes incapable de prévoir. Donc c'est le deuxième facteur qui me laisse à penser que on pourrait être probablement très loin des scénarios qui sont prédits en matière de consommation énergétique d'ici 3, 4, 5, 6 ans en matière d'intelligence artificielle. Et puis il y a un autre volet qui a toute son importance et qui de même est mal perçu, c'est pas la partie Green AI, c'est-à-dire comment est-ce qu'on verdit la consommation énergétique de l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais c'est AI for Green. En quoi l'intelligence artificielle peut avoir une incidence forte sur finalement notre monde, la façon dont nos systèmes fonctionnent, qu'il s'agisse de supply chain, de systèmes de transport, de là où on vit, de là où on travaille, de systèmes de production. Et c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que on a une efficacité potentielle induite par l'intelligence artificielle qui est très forte. Alors, je ne veux pas essayer d'être trop complexe, mais je donne un exemple extrêmement simple. Prenez l'agriculture. L'agriculture, au sens élargi, c'est-à-dire agri-agro, c'est un peu plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre, sous différentes formes d'ailleurs. Protoxyde d'azote, c'est-à-dire les intrants qu'on met dans les champs, méthane, les paies que font les vaches en particulier,
et puis CO2, les tracteurs qu'on utilise pour finalement faire le processus fermier et qui consomment de l'énergie. Eh bien, ces trois types de gaz à effet de serre, c'est jusqu'à 22% des émissions de CO2. C'est évidemment d'équivalent CO2, pardon. C'est extrêmement préoccupant et on se rend compte que beaucoup de cela pourrait être évité. Mais parce que, par exemple, ce qui fait du protoxyde d'azote, c'est que on n'a pas mis les bons dosages d'intrants de phosphate dans les champs. On est capable de modéliser des alimentations des vaches qui font qu'elles font moins de paix et donc elles émettent moins de méthane, voire plus du tout de méthane si on modifie la flore de leurs intestins. Et puis, on est capable d'optimiser les passages dans les champs, de sorte à ce qu'il y ait moins d'utilisation d'énergie. Mais surtout, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que quand on modélise l'ensemble des paramètres fermiers de façon optimale, on peut potentiellement, plutôt que d'avoir de l'érosion, c'est-à-dire des choses qui sont carbonées, qui vont finir dans les rivières, et qui vont d'une certaine manière libérer du carbone qui va se retrouver dans l'atmosphère, on peut capter du carbone. Un agriculteur, c'est quelqu'un qui est confronté à de l'incertitude. Avant, pendant et après. Avant, les marchés mondiaux des matières premières, de ce qu'il va produire à 6 mois, il a du mal à le prédire. Il doit s'adapter à ça, il doit organiser sa campagne en fonction de ce qu'il veut produire. Pendant, il est soumis à la météo, il y a des machines qui cassent, il y a tout un tas de variables. Et puis après, il doit louer des équipements pour pouvoir faire ses récoltes avec des prix qui sont extrêmement yieldés, c'est-à-dire qui varient très fortement en fonction du moment où on veut faire cette récolte. Et il ne sait pas optimiser ses paramètres. Il va travailler sur une dizaine de paramètres, là où il est confronté à, ça dépend le type d'agriculture, entre 500 et 4000 paramètres, et il n'est pas capable d'optimiser ça. Quand vous commencez à introduire du machine learning là-dedans, c'est-à-dire des systèmes d'intelligence artificielle, en fait, vous vous rendez compte que vous avez une capacité d'optimisation des paramètres qui est tout à fait incomparable à ce que peut faire un humain, et vous êtes capable d'augmenter votre productivité en réduisant, voire neutralisant, voire même en inversant votre externalité gaz à effet de serre, équivalent gaz à effet de serre. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant. On l'a modélisé dans plusieurs universités, à Carnegie Mellon, au Maroc à l'UM6P, dans des universités en Israël également, et on arrive au même constat. L'utilisation du machine learning permet d'avoir une rupture totale de paradigme en matière de cycle fermier et potentiellement de faire en sorte que on utilise l'agriculture comme un facteur non plus d'émissions de gaz à effet de serre, de captage. Le calcul étendu, alors ça n'arrivera jamais, mais c'est une hypothèse. Si toute l'agriculture mondiale passait sur un système à base de machine learning, on effacerait la totalité des émissions de CO2 de l'humanité. De gaz à effet de serre plutôt. On serait capable de descendre à 2 tonnes par humain, ce qui est l'objectif défini par le GIEC en 2050. Et je ne parle que de l'agriculture. Donc c'est une promesse hypothétique parce que il y a plus de 50% de l'agriculture mondiale qui est de l'agriculture familiale et que cette agriculture-là est beaucoup plus difficile à transformer que l'agriculture intensive, qui sont opérés par des grands acteurs et qui sont capables de s'offrir la technologie, les capteurs, les systèmes robotisés, les algorithmes qui permettent de faire cette transition. Et puis que les agriculteurs qui sont dans des modèles d'agriculture familiale, ils évoluent dans un contexte où la puissance ce que je pourrais appeler des archétypes culturels, les référentiels culturels, faut pas faire comme ça parce que c'est pas bon, etc. Et tel qu'on a beaucoup de mal à introduire cette transition. Il y a une expérimentation que je cite dans mon dernier livre sur ce sujet, où quelqu'un de Carnegie Mellon ou de Stanford, je sais plus, a essayé de convaincre des agriculteurs de passer sur un modèle à base de machine learning en Thaïlande, donc des gens qui font du riz, et il a beaucoup de difficultés à faire un système vraiment comparé entre ceux qui
adoptent ce système-là et ceux qui restent en mode traditionnel. Il a que 6% de son objectif qui passe sur un modèle à base de machine learning. Il doit leur payer d'avance la récolte pour les garantir au cas où ça ne fonctionne pas. Et en fait, la productivité est 2 fois supérieure. Les émissions de méthane passent à 0 pour différentes raisons. C'est au bout de quelques mois qu'il y a une inversion. Les gens qui n'ont pas voulu passer sur ce modèle-là, tout d'un coup se mettent à transitionner vers ça parce qu'ils sont convaincus que ça marche très bien. Et donc voilà, on est face à ce type de blocage et qui sont évidemment problématiques. Alors, je pourrais étendre ce raisonnement au supply chain. Supply chain, c'est toute la logistique qui permet de fabriquer des biens et de faire en sorte que ça arrive un jour chez vous. C'est tout à fait. Les supply chains sont responsables directement ou indirectement à peu près de la même quantité, c'est-à-dire 22% des émissions de gaz à effet de serre. C'est très inefficace. Dès que vous commencez à travailler là-dessus, vous vous rendez compte que c'est inefficace. Je suis un petit actionnaire d'une entreprise qui s'appelle Califray, qui fait des supply chains à base de machine learning dans l'agroalimentaire. Et c'est très impressionnant de voir à quel point on peut améliorer ça. La nourriture qui arrive dans votre supermarché, pour qu'elle arrive dans votre supermarché, on va en perdre à peu près 15% en route. Alors, il y a des choses où c'est pas très grave quand on perd finalement du maïs. Quelque part, on remet le maïs perdu dans le champ et c'est pas dramatique. Mais quand on perd du poisson ou de la viande, les externalités carbone, elles sont beaucoup plus importantes et c'est ce qu'il faut éviter. C'est la même chose également dans les infrastructures de transport. Vous êtes ici en train de m'écouter. Certains d'entre vous sont venus en voiture. Une voiture, c'est utilisé 7% du temps. C'est tout à fait absurde. Il y a 1,3 passagers en moitié en Europe dans une voiture individuelle. La promesse de l'intelligence artificielle, c'est un jour d'avoir des véhicules autonomes et d'avoir des taux de charge qui passent de 7% à 30%. Et donc ça, c'est très bon pour le climat parce qu'on a besoin de moins de voitures pour faire le même niveau de service. Et ça voudrait dire qu'on ferait muter le modèle de la possession à l'usage. Et donc, on serait plus propriétaire de nos voitures, mais en gros, on aurait à tout moment la possibilité d'accéder à des voitures qui seraient à coût marginal dans des services de type un peu Uber. Ça, c'est une promesse à long terme, peut-être pour 2040, mais cette mutation semble à peu près inéluctable, notamment lorsque l'on observe que aujourd'hui, vous avez entre 500 000 et 1 million de véhicules qui sont en autonomie totale en Chine, pas uniquement dans les grandes villes, mais sur toutes les routes. Et donc, on est en train d'arriver au point de ce qu'on appelle le niveau 4, qui semblait inatteignable il y a seulement 3 ou 4 ans. On est en train de réussir à faire des véhicules autonomes. Et la technologie, cette loi de Moore que j'évoquais tout à l'heure, fait que le coût d'intégration de ces techniques dans les automobiles sera de l'ordre d'un coût marginal d'ici une dizaine d'années. Donc, on le fera en première monte de façon systématique. Voilà les grands enjeux que je voulais évoquer avec vous. Je pourrais faire un exposé qui durerait beaucoup plus longtemps et vous parler de tous les chapitres de la vie économique et des enjeux sociaux également que cela peut induire. Je voulais juste poser les bases de ce sujet. Je dirais que l'accélération de l'intelligence artificielle rend finalement l'exercice de présentation de ces différents thèmes extrêmement hypothétique. C'est-à-dire que je ne ferai pas d'affirmation, je me contenterai de poser des hypothèses. Certaines se réaliseront probablement plus vite que ce que j'ai évoqué, d'autres probablement peut-être jamais ou dans un temps plus long. En tout cas, c'est assez rare d'être confronté à une technologie qui évolue aussi rapidement. Dans l'histoire de l'humanité, je pense que c'est jamais arrivé en réalité. Et c'est important d'en débattre pour pouvoir justement, de façon collective, se préparer. Et le fait que nous ayons une culture commune de l'IA me semble être la façon la plus consistante d'avoir une forme de résilience à l'échelle d'une nation pour affronter ça de la meilleure manière possible. Voilà ce que je voulais vous dire. Et évidemment, si vous avez des questions, je les prends avec plaisir. Merci pour votre attention.
Attends. Est-ce que vous voulez poser des questions? On peut profiter de la présence de Gilles pour poser des questions si vous en avez. Oui, ben voilà. Hop, je viens de suite. Ce qu'on attend un intervenant, c'est Denis Larguero qui doit venir. Super. Bonjour. Alors, je ne vais pas parler en mon nom, mais ensuite de Nadine Buard, qui est intervenue précédemment. Vous pouvez mettre le micro. Pardon, comme ça c'est mieux. Voilà. Voilà, Nadine Buard. Donc, l'idée, c'est de dire comment fait-on dans notre beau pays et cette vieille Europe pour que l'intelligence ne parte pas chercher des fonds aux États-Unis ou en Chine. Parce qu'a priori, jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, elle a du mal à trouver des investisseurs. Et bien évidemment, on se tourne vers les Américains. Ça commence à devenir ahurissant. Voilà, c'était tout. Oui, alors c'est une question qu'on me pose à peu près systématiquement et c'est une question très légitime. Pourquoi est-ce qu'on est en retard? On est en retard pour 2 ou 3 raisons. La principale d'entre elles, c'est que on n'a pas fait d'unification européenne, donc il n'y a pas de marché des capitaux qui est suffisant. Et si vous observez ce qui se passe dans le monde, les endroits les plus avancés sont des endroits où vous avez à la fois un marché des capitaux qui est puissant, la Chine, les États-Unis, la Chine pour les excédents dans les échanges commerciaux, les États-Unis parce que c'est une place financière très intégrée et qui permet de finalement rediriger une partie de cet argent vers l'économie de l'innovation. Premier facteur. Et puis deuxième facteur, qui est le même en réalité, c'est que vous n'avez pas de taille de marché pour expérimenter vos startups à échelle suffisante. Donc, de façon un peu caricaturale, vous avez 320 millions de personnes aux États-Unis, vous en avez 70 en France. Il vous faut faire, en gros, 4 fois et demi moins d'efforts pour rejoindre votre spectre de marché aux États-Unis que en France. Donc, vous devez être 4 fois et demi meilleur. Encore une fois, c'est caricatural. Si vous êtes une start-up française par rapport à une start-up américaine. Alors, certes, il y a l'effet de langue. Les langues, il faut traduire en allemand et tout ça, mais quand vous parlez avec les startups, ce que je fais souvent, elles vous disent la langue c'est rien. Le vrai problème c'est la régulation. C'est que si vous faites un produit médical, vous avez des normes, des agréments, des interfaces qui sont totalement différentes si vous allez en Allemagne, de si vous allez en France, et vous devez tout recommencer en réalité. Vous recommencez votre startup de zéro. C'est le cas, par exemple, de Doctolib, si vous voulez réussir. Alors qu'aux États-Unis, quand Al Gore est arrivé au pouvoir en 1992 dans les valises de Bill Clinton en tant que vice-président, c'était le début de l'Internet et il a passé une loi extrêmement sensée. Il a dit il ne peut pas y avoir de régulation au niveau des États d'Internet, des États américains. Donc la régulation de l'Internet est fédérale, à quelques exceptions près, les enjeux de données privées. Donc, vous pouvez avoir des RGPD nationaux là-dessus. Paradoxalement, les enjeux de transport. Donc, vous avez des normes dans chaque État pour les véhicules autonomes, entre autres choses. Les systèmes de paiement. Vous pouvez avoir des systèmes de paiement différents par État. Puis, il y a 1 ou 2 autres sujets que j'ai oubliés. Mais par exemple, sur l'e-commerce, interdiction de faire une taxe locale d'e-commerce. Donc ça a créé un marché absolument extraordinaire et qui est une raison assez tangible du succès de cet écosystème. Donc si vous voulez qu'on réussisse, il faut plus d'Europe. Il faut probablement une Europe fédérale, une Europe très intégrée, des marchés financiers, des organismes de régulation, et ça c'est un facteur absolument essentiel. On m'objecte assez souvent qu'il y a quelques pays qui font exception à ça. Par exemple Israël. À l'égard de la technologie, je suis désolé de vous dire qu'Israël, c'est le 51e État américain. C'est-à-dire que tous les capitaux viennent des États-Unis et leur premier marché d'expérimentation, c'est les États-Unis également. Donc, ils sont intégrés dans l'écosystème américain et les partenariats qu'ils font sont généralement avec des startups californiennes ou des États-Unis en général pour leur permettre de décoller. Voilà. Un point important, il y a un livre que tu sors, oui. Et puis il y aura des dédicaces après la conférence qui va lieu ici pour les livres. Je ne sais pas où ça se passera, à l'entrée.
à la librairie. C'est là qu'il y aura la possibilité d'avoir un dédicace des livres de Gilles.